Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du professeur Benboubker Samira. Aujourd'hui, nous allons parler des sources du droit. Commençons sans tarder. Alors, il y a de nombreuses sources du droit au Maroc. Nous allons voir leur organisation, leur hiérarchisation, et nous verrons d'autres formes de droit, de sources du droit, pardon, qui ont plutôt un rôle d'influence. Alors, commençons d'abord par la pyramide de Kelsen, très importante quand on étudie l'introduction au droit. Alors, Kelsen est un théoricien allemand du 19e siècle. Et il a fait cette théorie de la pyramide, plutôt il a schématisé la hiérarchie des normes à travers cette pyramide. Alors on va commencer par l'approche originelle de Kelsen. Donc elle a écrit un ouvrage qui s'appelle La théorie pure du droit, où il explique que dans un système juridique, chaque norme va tirer sa légitimité de la norme qui lui est au-dessus. Alors, il y a par exemple la notion qu'il va imager avec la norme supérieure qui serait au sommet de cette pyramide, qui serait la norme fondamentale qu'il appelle le Grundnorm, donc en allemand, qui serait le point de départ hypothétique de ce système. Donc le droit est perçu comme une science logique, on va dissocier les faits pour s'intéresser à ce qui doit être, à la norme qui doit être dans l'organisation du droit. Donc c'est une norme qui sera la norme supérieure et qui va être le référent pour les normes qui lui seront inférieures. Donc c'est une approche théorique qui ne va pas intégrer tout ce qui est social, tout ce qui est valeur morale, mais simplement la règle de droit pure. Donc cette pureté, elle vise à hiérarchiser le droit et aussi à lui donner la qualité de science objective. Et donc ça permet de distinguer le droit d'autres normes sociales. C'est vrai qu'on met beaucoup le droit comme étant une matière des sciences humaines et sociales, mais quand on regarde l'approche de Kelsen, on a plutôt l'impression de mettre le droit dans une discipline de sciences avec ce repère qui est la norme supérieure. Donc Kelsen avait donc imager cette norme supérieure et toutes les normes qui lui seraient inférieures vont tirer leur légitimité de cette norme supérieure. Et c'est une pyramide qui s'appelle la hiérarchie des normes et qui va conduire à une cohérence de des règles de droit qui seront dans un système juridique. Et quand il y aura un conflit entre deux normes, il faudra toujours se référer à la norme qui lui est supérieure. Et toujours revenir à la norme fondamentale qui est la Constitution. Et on va voir que c'est à la base la Constitution dans le système traditionnel Kelsen qui était cette norme fondamentale. Mais avec l'évolution du droit, la Constitution est une norme fondamentale, mais elle a plutôt pris la deuxième place. Il faut savoir qu'avant, la Constitution était au-dessus des traités internationaux. D'accord. Et aujourd'hui, on a un inversement des deux normes qui sont au-dessus, avec la primauté des traités internationaux sur le droit interne et la conformité de la Constitution avec les traités internationaux. Donc la pyramide, donc je l'ai schématisée de cette façon. Donc on a la Constitution, on a les lois organiques, les lois ordinaires, et ici en rose vous avez ce qui concerne le pouvoir réglementaire. Donc on va étudier en détail toutes ces normes qui sont dans cette hiérarchie des normes. Ensuite, tout en bas de la pyramide, il y a également les contrats et les engagements
puisqu'un contrat, on va le voir dans une séance spéciale sur le contrat, et aussi qu'on a vu dans le droit des obligations, le contrat va devenir la loi des parties, et donc c'est aussi une norme qui aussi devra se conformer au droit réglementaire, aux lois, à la Constitution et aux traités internationaux. Donc les traités internationaux, pourquoi ils ont pris cette place majeure et ont inversé en quelque sorte cette pyramide de Kelsen? Donc il y a eu une réforme importante en 2011 avec la nouvelle Constitution, et dans le préambule de la Constitution, on a une disposition qui va accorder la primauté du droit international sur le droit interne. Bien évidemment, c'est pas toutes les conventions internationales. Ces conventions internationales doivent être ratifiées et aussi ne doivent pas porter atteinte au droit, en quelque sorte, à ce qu'on appelle les constantes du royaume. Et donc, à ce moment-là, le traité international ne va pas avoir cette valeur supérieure à la Constitution. Donc, en principe, oui, le droit international est supérieur à la Constitution, mais il faut que ce droit international soit ratifié, en quelque sorte que ce droit international intègre l'ordonnancement juridique interne. Donc cette primauté, donc je l'ai schématisée avec une mind map. Donc le principe, c'est la primauté. Il faut que le traité international soit ratifié et qu'il ait une présence et une existence dans le droit interne. Si on a un conflit entre la norme interne et la norme internationale, la convention internationale, bien évidemment, si la convention a été ratifiée, il y aura une primauté de la convention et ce sera le droit interne qui devra être modifié. Donc, le droit international doit être toujours conforme avec les aspects internes, d'accord? Donc là aussi, respect de l'identité nationale. Il faut que la Convention internationale respecte un certain nombre de choses, notamment la culture, la religion, la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale du Maroc. Donc, on intègre les conventions internationales qui ne porteront pas atteinte à ces principes essentiels et immuables qui font le royaume du Maroc. Ensuite, si on a une convention internationale où le Maroc a adhéré, a signé et a ratifié, bien évidemment, ensuite, il y aura un effort d'harmonisation, ce qu'on appelle la convergence normative, d'harmoniser et de mettre en conformité, que ce soit la Constitution ou des lois internes avec la Convention internationale pour éviter qu'il y ait des conflits entre l'ordre interne et l'ordre international. Donc, la Constitution arrive en deuxième place. La Constitution reste aussi la norme supérieure du pays. La Constitution de 2011 est le texte fondamental qui va établir les principes fondamentaux, l'organisation politique du royaume, tout ce qui est social, économique, l'organisation des pouvoirs, leur séparation. Donc la constitution marocaine est constituée d'un préambule et de 14 titres. Et donc là, on va voir en détail la structure de la Constitution. Donc, on a une Constitution qui se présente sous la forme d'articles, d'accord? Et si on regarde la Constitution marocaine de 2011, elle a été beaucoup influencée par la Constitution de 1958 française, avec les spécificités marocaines. Ensuite, donc, comme nous sommes dans cette étude de la hiérarchie des normes et des sources du droit, nous allons nous intéresser au contrôle de constitutionnalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on a dit que la norme qui est en dessous doit toujours être conforme
à la norme qui lui est supérieure. Donc si on revient ici à notre pyramide, vous avez la Constitution et tout ce qui est en dessous de la Constitution doit être conforme à la Constitution. Les lois doivent être conformes à la Constitution. Les décrets, les arrêtés doivent être conformes à la loi et à la Constitution. Donc en revenant sur la Constitution dans le contrôle de constitutionnalité. Dans la Constitution, il y a 2 formes de contrôle de constitutionnalité, c'est-à-dire de vérifier que une loi, par exemple, n'est pas contraire à la Constitution. On a d'abord le contrôle qui se fait a priori, c'est-à-dire avant la promulgation de la loi. Et donc là, ça va se faire par la saisine de la Cour constitutionnelle. Au Maroc, on a une Cour constitutionnelle. En France, il y a le Conseil constitutionnel, mais ils ont les mêmes attributions, à savoir faire le contrôle de constitutionnalité. Alors, qui peut saisir la Cour constitutionnelle avant la promulgation de la loi? Donc, nous avons Sa Majesté qui peut saisir la Cour constitutionnelle, ainsi que le chef du gouvernement, le président des chambres. Au Maroc, il y a 2 chambres, comme dans le système français, la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants, qui sont à peu près équivalents dans la même approche bicamérale, comme l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc, les présidents des chambres, que ce soit la chambre, les présidents peuvent saisir. Vous avez également 1/5 des membres de la Chambre des représentants ou 40 membres de la Chambre des conseillers peuvent demander, avant la promulgation de la loi, à ce que cette loi fasse l'objet d'un contrôle de constitutionnalité. Deuxième mode de contrôle de constitutionnalité, et c'est sur ce point-là qu'on a cette influence aussi française, avec ce qu'on appelle l'exception d'inconstitutionnalité, c'est-à-dire que la loi est déjà en vigueur et on peut demander lors d'un procès en tant que justiciable de vérifier la constitutionnalité de cette loi qui doit s'appliquer lors d'un procès. Donc on soulève l'inconstitutionnalité d'une loi lors d'un procès. C'est l'équivalent de la procédure de l'AQPC qui existe en France, qui est la question prioritaire de constitutionnalité. Donc, on soulève ce point-là quand on estime que la loi porte atteinte aux droits fondamentaux qui sont consacrés dans la Constitution. Le contrôle de constitutionnalité a posteriori n'est pas encore en vigueur. Il y a eu deux tentatives avec 2 lois d'application de ce principe, mais ces 2 lois ont été censurées par la Cour constitutionnelle marocaine. Donc, le Maroc attend de mettre en application encore ce contrôle a posteriori de la constitutionnalité. Donc, on a vu le contrôle de constitutionnalité pour cette conformité de la loi et des normes avec la Constitution, qui est le rôle de la Cour constitutionnelle. Maintenant, on va s'intéresser aux sources, donc la 3e source du droit au Maroc, qui est la loi. L'article 71 de la Constitution marocaine va édicter une liste qui est limitée, qui énumère les domaines de la loi. Alors, quels sont les domaines de la loi? Alors, tout ce qui relève du droit de la famille, du régime pénitentiaire, la procédure civile, la procédure pénale, l'organisation judiciaire, la nationalité, tout ce qui concerne le régime électoral, par exemple, des collectivités territoriales, le statut de la famille, l'état civil, tous ces domaines, donc il y a toute une liste dans la Constitution, doivent impérativement faire l'objet d'une loi si on veut modifier ou ajouter quelque chose. Donc, à contrario, tout ce qui ne fait pas partie
du domaine de la loi fera partie du domaine réglementaire. On reviendra sur le pouvoir réglementaire après. Alors, qui a l'initiative des lois? C'est-à-dire, qui peut élaborer la loi au Maroc? Donc, comme en France, il existe deux circuits pour élaborer la loi. La première va venir de l'exécutif, avec le chef du gouvernement qui a aussi cette initiative législative. À ce moment-là, il va élaborer un projet de loi. Pour faire ce projet de loi, il n'est pas seul. Il a avec lui le secrétariat général du gouvernement, qu'on appelle SGG, qui est là pour élaborer avec le gouvernement des normes. Donc, c'est eux qui vont préparer et présenter, et ensuite le gouvernement va présenter ce projet de loi. Ensuite, vous avez aussi l'initiative législative qui va venir du pouvoir législatif lui-même. Et donc, ça émane des parlementaires, que ce soit au niveau de la Chambre des représentants ou de la Chambre des conseillers. Donc, à ce moment-là, on parlera de proposition de loi. Là, le projet de loi, c'est une loi qui vient de l'exécutif, et la proposition de loi, c'est une loi qui émane du Parlement, du pouvoir législatif lui-même. Alors, comment se passe ce processus législatif? Alors, qui va examiner en premier cette norme en devenir, que ce soit un projet de loi ou une proposition de loi? Alors, les projets de loi du gouvernement sont examinés par la Chambre des représentants, et ensuite ils vont analyser les propositions de la loi qui sont faites aussi par leurs membres. Donc, si les membres de la Chambre des représentants font une proposition de loi, bien évidemment, ils vont aussi analyser cette proposition de loi qui a été faite par des membres de la Chambre des représentants. Ensuite, vous avez la Chambre des conseillers qui va avoir le rôle d'analyser en premier les propositions de loi qui sont faites également par des parlementaires qui sont de la Chambre des conseillers. Donc, pour les propositions de loi, si ça émane de la Chambre des représentants, ils vont examiner en premier. Si ça émane de la Chambre des conseillers, c'est eux qui vont également s'intéresser en premier, lire en premier cette proposition de loi. Comment se passe ce mouvement de transmission, ce qu'on appelle les lectures des propositions de loi ou des projets de loi au niveau des parlements, au niveau du Parlement, au niveau des chambres, pardon. Donc, la Chambre des représentants va délibérer en premier et de manière successive sur les projets de loi. Donc, les projets de loi, c'est ceux qui viennent du gouvernement, et sur les propositions de loi qui sont initiées par des membres de la Chambre des représentants. Alors, donc on avait expliqué que le pouvoir exécutif avait aussi cette initiative législative, et aussi que le pouvoir législatif en lui-même a ce pouvoir aussi de d'élaborer la norme. Donc la Chambre des représentants va examiner les projets de loi du gouvernement, et aussi elle va analyser les propositions de loi qui émanent de la Chambre des représentants. Il en va de même pour la Chambre des conseillers, qui vont également lire et étudier les propositions de loi qui émanent de membres de la Chambre des conseillers. Il y a un mouvement de lecture, donc c'est-à-dire que les chambres vont lire les propositions de loi de l'autre chambre, et aussi ils vont également s'intéresser aux projets de loi qui ont été élaborés par le pouvoir exécutif. Donc, chaque fois, il y aura la priorité à la chambre qui a élaboré la proposition de loi de pouvoir délibérer en premier sur sa proposition de loi.
avec une priorité aussi pour la Chambre des représentants pour examiner les projets de loi du gouvernement. D'accord. Ensuite, il y aura donc des lectures entre les chambres et à la fin, il y aura soit une délibération pour savoir si le projet ou la proposition de loi sera adopté. Mais bien évidemment, pour l'adopter, il y aura des examens du texte et les parlementaires pourront y apporter des amendements. Comment se passe la loi qui a fait tout ce processus et qui est adoptée? Donc ensuite, il y a une procédure de promulgation et de publication de la loi. Donc, quand il y a une adoption au niveau des chambres, ensuite, le projet ou la proposition est transmise au gouvernement et il y aura un délai de 30 jours pour la promulgation de la loi par Sa Majesté. Ensuite, il y aura, deuxième étape, après la promulgation, il y aura la publication de la loi dans un délai d'1 mois après la promulgation de la loi. Et ensuite, bien évidemment, il y aura l'entrée en vigueur ou peut-être un délai pour faire entrer en vigueur le texte. D'accord ? On avait parlé aussi, donc, les traités internationaux, la Constitution, la loi. Nous allons voir dans un deuxième temps le pouvoir réglementaire. Qui dispose du pouvoir réglementaire selon la Constitution? Donc ce qu'on a vu, on a vu que le domaine de la loi était énuméré dans la Constitution. Donc tout ce qui n'est pas énuméré dans l'article 71 de la Constitution fera partie automatiquement du domaine réglementaire. Alors, qui dispose du pouvoir réglementaire au Maroc? Le pouvoir réglementaire est détenu par Sa Majesté pour avoir un pouvoir réglementaire dans toutes sortes de domaines, également en matière militaire et aussi la possibilité d'adopter des daïrs qui ont une portée à la fois législative et réglementaire. Nous avons aussi le chef du gouvernement qui dispose du pouvoir réglementaire. C'est lui qui exerce le pouvoir réglementaire et il peut déléguer ce pouvoir réglementaire à ses ministres pour qu'ils puissent émettre des décrets, par exemple. Vous avez également le pouvoir réglementaire des décrets, des arrêtés ministériels, Vous avez aussi le pouvoir réglementaire qui est au niveau local. Donc les collectivités territoriales ont également ce pouvoir réglementaire. Donc c'est dans le cadre de la régionalisation avancée du royaume et chaque niveau de régionalisation dispose d'un pouvoir réglementaire. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc l'article 140 de la Constitution dispose que les collectivités territoriales disposent du pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences dans les limites qui sont fixées par la loi. Et donc vous avez un certain nombre de lois organiques qui fondent cette régionalisation avancée. Vous avez la loi organique relative aux régions, la loi organique relative aux provinces et aux préfectures et les lois organiques qui sont relatives aux communes. Donc il y a une répartition des compétences réglementaires au niveau régional. Donc le conseil régional peut adopter des règlements et donc même les délibérations aussi ont un pouvoir réglementaire. Donc dans les domaines d'aménagement du territoire, de tout ce qui concerne le développement économique et social régional, en matière d'environnement et d'infrastructure. Au niveau de la préfecture et de la province, on a également tout ce qui concerne le développement social, les services publics locaux, la promotion de l'emploi. Le conseil aura un arrêté, comme l'équivalent des arrêtés préfectoraux en France.
Et au cas où, si cet arrêté venait à contrevenir à la loi organique ou à toute autre norme qui lui serait supérieure, à ce moment-là, il y a une compétence particulière du wali, gouverneur, ou du gouverneur, qui pourra s'opposer à ce règlement, parce qu'il va considérer que ça porte atteinte à la loi organique, si par exemple cet arrêté empiète sur les compétences, je sais pas, du conseil régional par exemple. Il y a un conflit de compétences. Ensuite, au niveau local, vous avez l'équivalent des arrêtés municipaux au niveau des communes. Donc, ils ont une compétence réglementaire pour tout ce qui concerne l'organisation au niveau local, la voirie, les marchés, l'organisation des souks, de la circulation, tout ce qui est lié à l'urbanisme. Le conseil, au niveau de la commune, aura la possibilité d'émettre des arrêtés. Donc ça, c'est le pouvoir. Donc on a vu à travers cette pyramide de Kelsen les sources de droit au Maroc. Maintenant, nous allons voir d'autres sources qui ont une influence sur la création de la norme. Ce sont des sources qu'on appelle aussi indirectes. Alors, on a 4 types de sources indirectes. On a premièrement la coutume, l'usage, la jurisprudence et la doctrine. Alors, la coutume, on confond parfois la coutume et l'usage. Vous allez voir que la coutume a une véritable force normative, contrairement à l'usage. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une règle est considérée comme une règle de droit, est considérée comme une coutume? Alors, la coutume, elle doit réunir un certain nombre de conditions. Ce sont des conditions qui sont cumulatives. La première chose, c'est que cette règle, elle est répétée. Elle est générale, c'est-à-dire elle est connue de tout le monde. Elle est ancienne, c'est-à-dire que par le passé, elle a toujours été appliquée. Il n'y a pas eu d'interruption quant à l'application de cette coutume. Et aussi, elle est constante dans le temps, c'est-à-dire qu'elle est notoire, elle est ininterrompue, c'est-à-dire qu'elle ne s'est jamais arrêtée. Ensuite, il y a aussi cet élément qui est fondateur de la coutume, c'est l'opinion de juriste. C'est-à-dire que tout le monde connaît cette coutume, c'est un élément psychologique. Il y a une croyance et les gens appliquent cette coutume parce qu'ils y croient, enfin, il y a cette croyance de la force obligatoire de cette règle. Le problème, c'est que la coutume est une règle qui n'est pas écrite, qui se transmet par le temps et que tout le monde applique sans véritablement se poser la question parce qu'ils ont déjà trouvé cette règle qui s'appliquait. Alors aujourd'hui, on est dans un système où la coutume a de moins en moins de place, alors qu'avant, la coutume était avait une place importante dans le droit marocain. Mais au fur et à mesure du temps, la coutume, en fait, a une place moindre. Et on va le voir, et on l'a déjà vu, je pense, surtout en droit foncier, puisque la coutume organisait beaucoup, par exemple, la dévolution des terres dans le système des terres collectives. Et il y avait certaines coutumes, par exemple, qu'on appelle l'urf, qu'on va voir tout à l'heure, qui, par exemple, empêchait les filles de pouvoir hériter sur les terres collectives. Certaines coutumes excluaient tous les autres garçons. Il y avait seulement l'aîné des garçons qui pouvaient accéder à cette terre, à la terre qui était collective. Donc, la coutume, en fait, a disparu d'une certaine manière, surtout dans le cas que je viens de vous évoquer, des filles qui étaient exclues de la dévolution successorale. Cette règle coutumière qui était appliquée et qu'on reconnaissait comme étant applicable a été supprimée au profit d'une loi pour éviter toute discrimination entre les hommes et les femmes en conformité avec la Constitution. Cette coutume, quel est son rôle? Donc, aujourd'hui, on est
dans l'ère de l'écrit, on est dans un système où le droit écrit a une place importante. Est-ce que la coutume, elle a toujours une place? Oui, elle existe toujours. Elle complète en quelque sorte la loi. Donc on parle de cette fonction de la coutume comme segundo legem, ça veut dire qu'elle complète la loi. C'était le cas aussi en droit foncier avec l'urf. La dévolution successorale était laissée aux coutumes parce que c'était des coutumes au niveau local. Ensuite, une autre fonction de la coutume, elle est praeter legem. Ça veut dire qu'elle est en marge de la loi. Et parfois, la coutume, elle est là pour combler un vide juridique. Elle offre des solutions et le législateur peut aussi laisser cette coutume comme ça ou peut-être la transposer dans une loi. Ce qui fait que quand même, la coutume a une force normative et le juge va reconnaître l'application de la coutume même si elle n'a pas d'existence écrite parce qu'elle est connue de tout le monde. Il y a des coutumes aussi qui sont particulières. On a parlé de la coutume au niveau local au Maroc avec l'urf. Maintenant, on va s'intéresser à la coutume au niveau international. La coutume au niveau international, elle a une véritable existence puisqu'elle est prévue à l'article 38 du statut de la Cour internationale de justice. Et donc, les juges statuent selon la coutume. Mais la doctrine a commencé à voir qu'il existait deux types de coutumes. Elle a distingué en premier lieu ce qu'on appelle la coutume sage. Donc la coutume sage, c'est celle qu'on a évoquée tout à l'heure. C'est celle qui parle de la pratique, de la répétition, de la constance dans le temps et avec cette opinion de juriste que tout le monde reconnaît le caractère obligatoire de cette règle. D'accord ? À l'inverse, on a ce qu'on appelle la coutume sauvage. La coutume sauvage, c'est une coutume qui va s'imposer alors qu'elle n'aura pas d'existence dans le temps. En fait, on force cette coutume à devenir, cette règle à devenir une coutume et donc on a inversé le système. C'est que on fait de cette règle que tout le monde l'applique et ensuite il y aura la pratique de cette règle. Donc on commence en fait par l'opinion de juriste et ensuite on l'a fait évoluer dans le temps pour lui donner cet aspect de coutume à travers la pratique. Notamment par exemple sur des avis de la Cour internationale de justice sur l'utilisation des armes nucléaires. Bon, c'est pas trop ma spécialité, le droit international public, mais donc on inverse la situation, on impose la règle et ensuite ensuite elle sera pratiquée. On termine avec le droit coutumier local qu'on a déjà vu sur les règles dans les tribus ethniques. Même si le droit coutumier prend de moins en moins de place dans les sources du droit au Maroc, parfois parce que cette coutume, des fois, elle était profondément inégalitaire et injuste, par exemple en matière de dévolution successorale sur les terres collectives. On va aussi parler de la distinction entre l'usage et la coutume. La coutume est une règle de droit obligatoire, même si elle n'est pas écrite. Tout le monde sait que c'est obligatoire. Elle s'impose à tous et elle s'impose même à ceux qui l'ignorent. C'est-à-dire qu'un juge peut appliquer la coutume à quelqu'un et ce dernier, comme pour la loi, ne pourra pas dire « je ne savais pas ». D'accord ? Puisque on ne protège pas l'ignorant du droit, que ce soit d'une loi ou que ce soit d'une coutume. Par contre, l'usage, c'est plutôt du fait social. Même si elle est répétée, elle est utilisée, elle n'aura pas de conséquences si on n'applique pas cet usage. Par exemple, le fait de mettre une bague au doigt parce qu'on est marié pour montrer c'est un usage et il ne s'impose pas juridiquement, il n'y aura pas de sanction si on n'applique pas, si on ne met pas son alliance.
Alors, autre source du droit, plutôt une source indirecte, mais qui a toute son importance, c'est la jurisprudence. Qu'est-ce que la jurisprudence? C'est l'ensemble des décisions qui sont rendues par les tribunaux. Et donc, ces décisions de justice auront aussi une valeur et aussi elles vont pouvoir être utilisées, ces décisions de justice, par d'autres juridictions qui vont s'inspirer de la décision prise par une juridiction, ou quand c'est une juridiction supérieure, à ce moment-là, ça va devenir un arrêt de principe, par exemple, et ça va donner un guide en quelque sorte pour les autres juridictions pour appliquer une règle de droit dans des circonstances qui sont similaires. Le doyen Carbonnier disait le doyen Carbonnier disait que toute décision particulière contient en elle des virtualités de généralisation. Donc, dès lors, la jurisprudence est une superposition de choses jugées. Donc, en fait, l'application d'une règle de droit dans une décision de justice, elle aura aussi cet impact général et qui pourra aider les autres juges dans leur prise de décision quand ils se retrouveront dans des situations similaires. Et comme on le dit, l'adage, la loi ne peut pas tout prévoir, et d'où l'importance de la jurisprudence. On l'avait vu dans les systèmes common law, il y a une primauté de la jurisprudence sur les textes écrits. Nous, dans les droits civilistes, on a cette primauté du droit, mais il n'empêche que la jurisprudence a véritablement un rôle important, notamment quand il y a des décisions importantes ou quand il y a besoin de faire évoluer le droit ou quand il y a un vide juridique. Donc oui, la jurisprudence est une source de droit. Il y a aussi la répétition des décisions, la constance des décisions, par exemple de la Cour de cassation. Ça va façonner le droit prétorien et donc les juges vont se référer aussi aux décisions qui ont été prises par la Cour de cassation. Il y a les arrêts de principe, il y a aussi les revirements de jurisprudence, parce que la justice aussi prend en considération les évolutions de la société, alors que nous, on a la loi qui est constante et permanente. D'accord. La Cour de cassation, quand elle va rendre une décision, aura un effet sur toutes les autres juridictions. Il en va de même pour la Cour constitutionnelle. Et donc, ça a ce rôle de stabilisateur et d'uniformisation parfois des décisions dans les domaines précis. Donc ça, cette fonction normative qui reste importante, même si elle est indirecte. Et bien évidemment, les juges vont aussi, quand ils vont rendre des décisions, se fonder sur les décisions qui ont été rendues précédemment dans la même situation. On termine avec la doctrine. Alors, la doctrine, quel est son rôle? Alors, déjà, qu'est-ce que la doctrine? La doctrine, c'est les spécialistes du droit qui vont faire de la recherche, ils vont écrire des ouvrages, des articles et qui vont penser le droit. Ils vont commenter le droit. Donc, il y a eu dans l'histoire, par exemple en droit français, des écoles de pensée. Donc, il y a eu l'école de l'exégèse qui était pour une interprétation stricte et rigoureuse des textes, et il fallait se baser uniquement sur une interprétation qui est fondée sur la volonté du législateur. Et vous avez d'autres écoles de pensée qui ont évolué avec le temps, où le droit doit être interprété en fonction des réalités sociales et économiques, de l'évolution de la société. Et donc c'est important pour les juges aussi de s'inspirer des législateurs, des écrits des commentateurs ou de ceux qui font de la doctrine.
Au Maroc, on est beaucoup influencé par la doctrine française, par les écrits, même aussi par la jurisprudence qu'on peut retrouver dans des décisions de justice marocaines, des références à des décisions de justice françaises ou à des doctrines qui ont été pensées en France, puisque les systèmes juridiques sont similaires. Le rôle de la doctrine n'est pas forcément d'imposer une vision, mais de contribuer à l'étude du droit avec la création de sphères d'influence et donc d'aider les praticiens, que ce soit les juges ou les avocats, mais également ceux qui font la loi. Donc, on en a terminé pour cette séance sur les sources du droit. Je vous remercie infiniment pour vos encouragements et vos commentaires et je vous dis à la prochaine. Merci à vous, au revoir.